La prise de contrôle peut se faire par autofinancement, endettement ou augmentation de capital. En cas de paiement en numéraire de la prise de contrôle, je dis bien, les sommes versées aux actionnaires de la cible proviennent soit de la trésorerie de l'acquéreur, soit de nouvelles dettes bancaires, comme nous l'avons dit, ou obligataires. Dans la pratique, la majorité des opérations se font en numéraire, le paiement par titre étant généralement utilisé pour les opérations les plus importantes. Mais quand ce n'est pas de très très grandes entreprises, c'est plutôt en numéraire que se font le paiement de la cible. Les différents facteurs qui influent sur le choix. Donc forcément, il y en a plusieurs et nous allons essayer de les définir. D'abord, parmi les facteurs qui influent sur le choix de la modalité de financement de la prise de contrôle, il y a la situation financière de l'initiateur. Et oui, parce que le niveau d'endettement de l'offreur peut contraindre ses possibilités de financement en numéraire. Si l'offreur, l'acheteur potentiel, est à la limite du ratio d'endettement, il ne peut pas passer par là. Un paiement par titre lui préserve une plus grande flexibilité quant à ses possibilités de financement ultérieures, puisque dans ce cas-là, il n'aurait pas emprunté, et évite de détériorer sa notation par les fameuses agences de rating. Autre facteur, le risque de surenchère. Et oui, parce que si l'offre de prise de contrôle risque de faire l'objet d'une surenchère de la part d'une autre entreprise, l'initiateur a intérêt à faire une offre en numéraire plutôt qu'en titre, afin de réduire l'incertitude quant à la valeur de la transaction. Vous comprenez bien que les actionnaires de la cible préfèrent du numéraire dans un premier temps, parce que comme ça, ils ont une lisibilité beaucoup plus importante qu'avec une valeur. Ensuite, vous avez la fiscalité, qui peut être un facteur qui influe sur le choix. Pourquoi ? Parce que la taxation éventuelle des actionnaires de la cible sera différente selon qu'ils reçoivent des actions ou des liquidités. Autre facteur, l'actionnariat de l'offreur. Alors qu'une offre en numéraire est sans impact sur la structure de l'actionnariat de l'offreur, c'est pas du tout la même chose lorsque elle est payée par des titres, parce que les actionnaires de la cible, du coup, deviennent actionnaires de l'offreur, bien entendu. Également, autre facteur, la taille de la cible. Là aussi, c'est pas étonnant. Plus la taille de la cible est grande par rapport à celle de l'offreur, et plus il est délicat pour ce dernier de la payer en numéraire, parce que ça arrive quelquefois que c'est le plus petit qui mange le plus gros, il ne faut pas l'oublier, ça peut arriver aussi, mais dans ce cas-là, vous imaginez la trésorerie qu'il faudrait si on souhaite payer en numéraire. Maintenant, le partage de la création de valeur. Le principe. Une fois les gains à attendre de la prise de contrôle évalués, se pose la question de leur partage, évidemment, entre l'acquéreur et les actionnaires de la cible. L'objectif de l'acquéreur est d'en conserver, vous comprenez bien l'essentiel, en proposant aux actionnaires de la cible le prix le plus faible, alors qu'évidemment, les actionnaires de la cible souhaitent lui céder les actions au prix fort. Ça, c'est tout à fait logique. Donc, de quoi va dépendre la répartition ? Cette répartition va dépendre du rapport de force entre les différentes parties et du caractère amical ou hostile de l'opération. Si l'acquéreur a le choix entre plusieurs cibles pour faire jouer les effets de synergie, la répartition de la création de valeur se fera plutôt en sa faveur, bien entendu. À l'inverse, s'il existe peu de sociétés à même de permettre la réalisation de synergies, ce sont du coup, là cette fois-ci, les actionnaires de la cible qui sont en position de force pour obtenir un prix élevé, l'offre et la demande tout simplement. À partir de quand l'acquisition est-elle créatrice de valeur ? L'acquisition est créatrice de valeur pour l'acquéreur tant que la prime offerte aux actionnaires de la cible, comme toujours, reste inférieure au gain à attendre de la prise de contrôle, net des coûts qu'elle engendre, bien entendu. Donc supposons une société A, dont la valeur est de 100 millions, qui souhaite prendre le contrôle d'une société B, dont la valeur est de 50 millions. Une fois regroupées, les deux sociétés formeront un groupe dont la valeur est estimée par les experts financiers à 170 millions d'euros, après prise en compte des coûts liés à l'opération, par exemple 4 millions d'euros. Donc, le gain net est de combien ? 170, d'accord ? Qui est la valeur après, moins 100, moins 50, ça fait 20 millions d'euros. Donc la prime qui peut être offerte
doit être comprise entre 0 et 20 millions pour que A, donc les actionnaires de la société A, ne voient pas leur valeur diminuer, donc une destruction de valeur pour la société A tout simplement. Le risque lors des prises de contrôle hostiles. Eh bien, vous comprenez bien que là aussi, il faut faire très attention. Le risque, donc, lors des prises de contrôle hostiles est le suivant. C'est que l'orgueil des dirigeants des sociétés initiatrices les conduise à surestimer la valeur des sociétés cibles. Ils sont en étant sûrs de pouvoir de réaliser d'importants effets de synergie ou réduction de coûts. Je vous parlais de Vivendi tout à l'heure, voilà un exemple parfait, concret, réel, et pas sorti de mon imagination, de ce genre de problème. Donc l'orgueil des dirigeants de la société peut engendrer un risque important. Parce qu'ils offrent alors aux actionnaires de la cible une prime trop élevée, car ils sont persuadés que leur évaluation est meilleure que celle du marché. Donc l'offre crée un transfert de richesse des actionnaires de la société initiatrice au profit de ceux de la cible, avec une perte nette de richesse due au coût de l'offre. C'est pas étonnant. Enfin, en cas de compétition entre plusieurs acquéreurs potentiels, le risque lié à cet orgueil est de se trouver dans la situation de la malédiction du vainqueur, ce qu'on appelle winner curse. Pourquoi ? Parce que le vainqueur est celui qui a le plus offert, d'accord ? Mais pour emporter l'enchère, le vainqueur a dû proposer un prix trop élevé, et ce qui le conduit à réaliser une perte, bien entendu. Ça, encore une fois, lisez les journaux financiers régulièrement, vous verrez que vous retrouverez ce dont nous venons de parler à l'instant fréquemment. Maintenant, les traitements comptables des acquisitions. Les deux modes de comptabilisation des prises de contrôle coexistent. Vous avez la méthode dite de la juste valeur et la méthode de la mise en commun d'intérêts. Donc la méthode de la juste valeur. La méthode de la juste valeur consiste à consolider les actifs, dettes et provisions pour risques et charges de la société acquise à leur juste valeur à la date de prise de contrôle. Généralement, un écart apparaît, évidemment, entre le prix payé pour l'acquisition et la valeur nette réévaluée des éléments dont je viens de parler. Eh bien, cet écart est alors comptabilisé, d'accord, et fait l'objet, selon les référentiels comptables, PCG, Conso, IFRS, US-GAAP, etc., d'amortissement ou de tests de dépréciation. Au contraire, donc, avec la méthode de la mise en commun d'intérêts, ces éléments sont consolidés pour leur valeur comptable et aucun écart n'apparaît. Donc, comme je vous disais au départ, là, il ne s'agit pas du cours de technique de comptable approfondie pour passer les écritures, etc., mais enfin, c'est bien de le savoir. Je vous ai mis ici quelques remarques. En IFRS et US-GAAP, seule la méthode de la juste valeur est autorisée. L'écart ne peut être amorti, mais doit faire l'objet de tests annuels de dépréciation. En PCG Conso, la méthode de la mise en commun d'intérêts est autorisée sous certaines conditions. Lorsqu'une entreprise française recourt à la méthode de la juste valeur, l'écart doit faire l'objet d'un amortissement annuel. C'est juste une remarque complémentaire.